Ce soir à l'émission, mort tragique d'un travailleur de la construction à Blainville. Construction d'un centre de jour, Palliavi a besoin de vous. Les soins palliatifs, c'est d'abord et avant tout des soins de confort, et ce, peu importe le moment où on est dans l'évolution de la maladie. Et 2 écoles primaires sont inaugurées à Saint-Jérôme. Elle est plus grande que l'école traditionnelle. En entrevue, je reçois Robert David qui nous parle du prochain concert du Chœur philharmonique du Nouveau Monde. C'est une présentation avec 2 pianistes et 5 percussions, plus le chœur. Oui. Alors, c'est l'ensemble de l'œuvre quand même, mais sans un orchestre complet. Je m'entretiens également avec Vincent Lusignan, avec qui il sera question d'une autre façon de voir l'économie. Des modèles d'affaires qui sont orientés vers la proposition d'un service plutôt que d'un produit. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous fait découvrir les bienfaits de la marche afghane. C'est l'intelligence intuitive du corps et c'est ça la beauté aussi de la pratique, c'est qu'à la force de la pratiquer, on se reconnecte à cette intelligence intuitive-là. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 21 mai 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, triste nouvelle, hier il y a un travailleur de la construction qui a perdu la vie dans un chantier situé à Blainville. Qu'est-ce qu'on sait de cette histoire? Alors, hier matin, vers 11 h, des murs de soutènement se sont effondrés sur le chantier d'un immeuble de 15 étages où travaillait une vingtaine d'employés. La cause de cet effondrement n'est pas confirmée tout à fait, mais un expert interviewé par la presse explique que le glissement de terrain pourrait être dû à la négligence des ingénieurs. C'est lors de l'excavation du stationnement souterrain que l'accident s'est produit. C'est un homme de 31 ans qui a perdu la vie hier matin enseveli sous la glaise. Il a fallu plusieurs heures aux équipes de sauvetage pour récupérer son corps de façon sécuritaire. 2 autres travailleurs ont été blessée et une travailleuse qui se trouvait dans une roulotte s'étant retrouvée au fond du gouffre a subi un choc nerveux. La CNSST a ouvert son enquête pour déterminer comment un tel accident a pu se produire. Alors évidemment, nos condoléances à la famille et aux proches de ce monsieur. On va changer de sujet. L'organisme Palliavi, spécialisé en soins palliatifs, fait un dernier appel aux dons pour la construction de son nouveau centre de jour. Qu'est-ce que c'est exactement un centre de jour en soins palliatifs? Alors, c'est un endroit qui offre une multitude de soins et de services aux personnes atteintes de maladies dont l'issue est terminale. Ce n'est pas un hôpital avec des lits, mais bien un endroit où les patients peuvent venir chercher de l'aide et du soutien tout en restant à domicile. Ça vient compléter l'offre de services de l'organisme, qui a aussi une maison de soins palliatifs à Saint-Jérôme depuis 2006, maison qui comporte 12 chambres pour les personnes en fin de vie. Et à quel besoin vient répondre ce centre? Déjà, ce serait le premier centre de ce genre dans les Laurentides. Il répond à un besoin très précis, soit celui de combler le vide dans l'offre de services pour les personnes à qui il reste du temps à vivre, mais pour qui il n'y a plus de traitement, donc des patients dont la place n'est plus à l'hôpital, mais n'est pas non plus dans une maison de soins palliatifs pour le moment. On écoute à ce sujet Charles-Mathieu Grégoire, qui est directeur médical de Palliavi. Dans la réalité actuelle, ce qu'on observe le plus souvent, c'est qu'il y a des traitements actifs. Des fois, les soins palliatifs sont impliqués, des fois non. Et là, malheureusement, il n'y a plus de traitement qu'on peut faire. Il y a comme un entre-deux pour les gens qui ont encore des mois et des années à vivre. Et quels sont les services qu'on y offre? Alors, c'est un mélange de services médicaux, paramédicaux et psychosociaux. Donc, il y aura une clinique externe de gestion de symptômes et aussi une salle d'aide médicale à mourir pour les patients qui ne sont pas admissibles à la maison de soins palliatifs. Il y aura du soutien offert par des thérapeutes ainsi que des soins bonheur comme la massothérapie, du yoga et de l'acupuncture, par exemple. Le centre accueillera aussi des groupes de soutien, que ce soit pour les personnes atteintes par la maladie ou pour leur entourage. Un service de formation, de conférences et d'ateliers sera aussi offert. Marisol Perrault-Desaulniers, qui est directrice du développement philanthropique et des relations avec la communauté chez Palliavi, nous donne un peu plus de détails à ce sujet. Donc autant quand on a besoin de socialiser, de rencontrer des gens, mais de rencontrer un médecin, d'ajuster la médication, de rencontrer une infirmière, de changer des pansements, des choses comme ça, ça sera ce genre de services-là qui seront offerts à la maison de soins. Et il y a une campagne de financement qui avait débuté en février 2024. On en est où?
Alors, de l'objectif de 5 millions de dollars, la campagne a maintenant dépassé le cap du 4 millions. Le don le plus important, un don de 1 million de dollars, a été remis par la famille Guénette. Le pavillon abritant le centre de jour sera donc nommé pavillon Diane Richer-Guénette in memoriam Fondation Famille Guénette. La construction devrait débuter en août et si tout se passe bien, le pavillon sera inauguré au printemps 2026. D'ici là, il reste un mois pour accumuler un peu moins de 2 millions de dollars. L'organisme accepte plusieurs types de dons, que ce soit des dons in memoriam, en versement mensuel ou alors des dons en action. Je laisse le mot de la fin à M. Grégoire, qui tenait à rappeler l'importance d'accompagner tous les patients qui en ont besoin. Les soins palliatifs, ce n'est pas uniquement des soins de fin de vie. Les soins palliatifs, c'est d'abord et avant tout des soins de confort, et ce, peu importe le moment où on est dans l'évolution de la maladie. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'inauguration de 2 écoles à Saint-Jérôme. À plus tard, Claude. Une personne a perdu la vie mardi matin après avoir fait une chute dans un escalier du collège Lionel-Gros à Sainte-Thérèse. L'incident est survenu vers 10 heures, entraînant une intervention rapide des services d'urgence. Le décès d'une personne majeure a été confirmé ce mercredi par l'agent Éric Huard de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville. Selon les informations transmises par le collège, la victime ne faisait pas partie de la communauté étudiante ou du personnel. Plusieurs personnes auraient été témoins de la scène. Les intervenants psychosociaux ont été dépêchés sur place afin de leur offrir du soutien. Pour le moment, il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'un geste volontaire. Le service de police de Saint-Jérôme, en collaboration avec Nourrissources Laurentides, tiendra une activité gratuite de vérification de sièges d'auto pour enfants le samedi 31 mai de 9h à 16h à la succursale du magasin Canadian Tire du Carrefour du Nord. Des techniciennes et des policiers seront sur place pour assurer une installation conforme et sécuritaire. Le tirage d'un siège d'auto 3 en 1 parmi les familles participantes est également prévu. Cette initiative vise à renforcer la sécurité routière tout en créant un lien de proximité avec la communauté. Le Chœur philharmonique du Nouveau Monde et son directeur artistique Michel Brousseau vous proposent la célèbre cantate Carmina Burana du compositeur allemand Karl Orff, une œuvre immortelle qui retentira dans l'église Sainte-Thérèse d'Avila le samedi 7 juin. On en parle avec Robert David, membre de cet ensemble choral depuis plusieurs années, qui en a même été le président. Bonsoir, Monsieur David. Bonsoir. Bon, Carmina, je le disais, c'est une cantate qui a été composée à partir de poèmes médiévaux qui parlent de la nature, qui parle d'amour, de plaisir, une œuvre qui n'est pas une œuvre religieuse. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Non, donc, on connaît beaucoup la version originale avec chœur et grand orchestre. Ce que vous allez nous présenter le 7 juin, c'est la version qu'on appelle Orff-Killmayer, qui date de 1952. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une présentation avec 2 pianistes et 5 percussions, plus le chœur. Oui. Alors, c'est l'ensemble de l'œuvre quand même, mais sans un orchestre complet, là, parce que avec orchestre, là, ça prend un gros orchestre pour faire ce genre. Alors là, ils l'ont comme réduit pour 2 pianos. Alors, donc, on a 2 pianistes hors pair qui nous arrivent directement d'Italie, d'ailleurs, 2 grands pianistes là, qui vont venir jouer pour nous cette œuvre-là, et avec nous, pour nous et avec nous. Et avec donc 5 percussionnistes là, très talentueux qui vont faire résonner timbales, tambours et gongs. Elles sont très importantes, les percussions. Oui, ça joue dans l'œuvre de façon magistrale. Là. Absolument. Ben justement, vous avez mentionné les 2 pianistes. Il y a Lorenzo Di Bella, Gianluca Luigi. Pouvez-vous nous les présenter un peu? Oui, donc c'est deux pianistes qui demeurent dans la région des Marches en Italie. Ouais. Et qui ont une carrière internationale depuis déjà pratiquement le début de leur carrière à eux. Là. Et ils ont des contacts avec notre chef Michel Brousseau depuis un certain nombre d'années. Ouais. Alors, ils ont accepté, sous l'œuvre de Michel, de venir jouer cette œuvre-là avec nous. Ils avaient déjà joué avec nous, d'ailleurs, Carmina Burana à la Maison Symphonique en 2018, je crois, ou 2019, là, je me souviens pas, mais c'était ces deux-là qui étaient venus faire la Carmina avec nous. Donc, on n'est pas en terrain inconnu avec eux et ils ne sont pas non plus en terrain inconnu avec nous. Et ils vont nous présenter aussi au public, en première partie, là, une des œuvres difficiles pour piano là, de Franz Liszt, là, la réminiscence de Don Juan, qui est considérée comme une des 10 œuvres les plus difficiles pour piano. Là. Alors, ils vont s'installer tous les deux au piano. Les deux ensemble, oui. Les deux au piano, oui. Donc, ils l'ont fait à 4 mains là, pour l'œuvre de Liszt. Et les percussionnistes aussi, en première partie, là, font 2 œuvres pour percussion.
ça aussi, c'est assez rythmé. C'est une soirée très rythmée. Ça va être une sacrée soirée. Oui, une soirée très rythmée. Il y a ces deux pianistes-là, mais il y a des ténors là, qui ne sont pas de moindre pointure. Là. Des ténors, je veux dire, des solistes qui ne sont pas de moindre pointure. Les trois solistes, donc il y a Anya Ajnar là, qui travaille avec nous depuis un certain nombre d'années. Jeffrey Carl, qui est ténor, qui doit faire des voltiges dans cette... Il y a seulement une pièce à faire, mais elle est épouvantable. Ça, en termes de hauteur, c'est quelque chose. Et le baryton, là, qui est Alexandre Sylvestre. Donc, deux jeunes et un plus... Carl est un petit peu plus expérimenté. Anya et Alexandre ont aussi beaucoup d'expérience, mais... Et Orff, leur offre, c'est le cas de le dire, l'obligation de faire des performances vocales assez terribles. Oui, parce qu'il y a parfois un chœur d'enfant qui est prévu, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas pour nous. On aurait voulu un chœur d'enfant, mais comme on offre l'œuvre à 3 endroits différents, on le fait à Sainte-Thérèse samedi, mais ensuite à Ottawa et à Montréal, ça devenait difficile de déménager les enfants là, à 3 endroits différents. Alors, c'est plus les sopranos qui vont faire la partie chœur d'enfant là, dans l'œuvre que nous autres on présente. D'accord. Quand on aime chanter Robert David et qu'on se fait proposer un projet comme celui-là, on n'est certainement pas mécontent. Mais est-ce que Michel Brousseau vous dit quand même pourquoi il veut monter telle œuvre ou telle œuvre? Comment il vous la présente pour que tout le monde s'en aille dans la même direction? En fait, le directeur artistique, il y a toujours le choix de faire la programmation de l'année et on était comme dû pour faire quelque chose de différent des messes, là, parce que on fait beaucoup de chants de type religieux, là, habituellement. Et là, on sort un petit peu de ce cadre-là. C'est un cadre plus profane et avec une rythmique très, très différente aussi. Hein. On n'est pas dans du Mozart, du Beethoven ou du Puccini. Là. On est dans quelque chose de plus serré en termes de rythme. Et ça nous prépare aussi pour l'année prochaine. Donc, il y a une espèce d'ouverture pour le concert de la fin d'année prochaine, qui sera plus du tango. Alors, alors cette année, là, avec Carmina, là, ça fait que les choristes ont été obligés de travailler beaucoup le rythme, là, parce que c'est une œuvre là, qui oblige à ça. Là. Donc, le public pourra entendre ça le samedi, le voir aussi le samedi 7 juin à Sainte-Thérèse. On peut trouver des billets en passant par le site web du Chœur. L'adresse apparaît en bas de l'écran. Et aussi au Café Allumé de Sainte-Thérèse. Exactement. Robert David, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. La ville de Mirabel a reçu un prix Mérite Ovation municipale dans la catégorie Avenir Climat pour le parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière dans le cadre des Assises 2025 de l'Union des municipalités du Québec. Ce prix souligne les mesures mises en place par la ville pour réduire l'empreinte écologique et favoriser un développement durable. Avec plus de 160 000 visiteurs annuels, le site s'est développé au fil des années grâce à la mobilisation d'employés, de bénévoles et de partenaires. Un groupe d'investisseurs québécois mené par l'homme d'affaires Pierre Wilkie et le promoteur Vincent Chiara, président et fondateur du groupe MAC, a conclu une entente pour reprendre les activités de Lion Électrique. La Cour supérieure du Québec doit approuver la transaction lors d'une audience prévue aujourd'hui. Cette reprise pourrait permettre le maintien des emplois et la continuité des services pour les transporteurs scolaires. Le renouvellement récent du programme de subvention du gouvernement du Québec a été un facteur clé dans la finalisation de l'accord. La marche afghane, c'est pas seulement qu'une autre façon de mettre un pied devant l'autre, c'est aussi rempli de vertus, ce dont nous parle Maude Pilon-Bernier dans le reportage qui suit. Alors, la marche afghane, c'est un Français qui est parti en mission humanitaire pour l'ONU en Afghanistan. Puis il s'est mis à observer les nomades afghans, le peuple Kouchi, comment ils marchaient. C'est des gens qui marchent des distances phénoménales. Là. Dr Stigler, en fait, c'est Édouard Stigler, je sais pas s'il était médecin, mais il parlait de 700 km en 12 jours. Alors, c'est des distances phénoménales, ce qui fait qu'il a vu un moment au fil des saisons, qui est passé une année là-bas, il a vu comme le souffle se condenser d'une certaine manière. Puis lui, il était déjà un adepte de marche rythmique, de respiration rythmique et de marche. Donc, il a retourné chez lui puis il a inventé des rythmes. Et il a créé un livre qui s'appelle « La régénération par la marche afghane », la respiration au service de la santé. Et puis, quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui est retourné en marche afghane, qui a parcouru Paris-Pékin
donc 20 000 kilomètres, et il a arrêté voir le peuple afghan, puis il s'est dit, je vais leur demander, ils connaissent tout ça, la marche afghane, les nomades afghans. Et ils connaissent pas ça. Ils n'ont aucune idée de quoi ils parlaient. Ce qui fait que eux, c'est l'intelligence intuitive du corps, et c'est ça la beauté aussi de la pratique, c'est qu'à la force de la pratiquer, on se reconnecte à cette intelligence intuitive-là, puis on n'a plus besoin de compter. Parce que la marche afghane, c'est de synchroniser des rythmes respiratoires à ses pas. Alors, au début, c'est sûr qu'on compte, mais éventuellement, comme les nomades afghans, l'intelligence du corps embarque, puis on sait dans quelles circonstances utiliser tel rythme. Mais c'est vraiment une question d'améliorer l'oxygénation du corps. Puis souvent, je vais le comparer à une voiture manuelle puis une voiture automatique. Alors, une voiture manuelle, on a l'option des vitesses. Hein? On prendra pas une côte en 5e vitesse. Là. Alors, on va rétrograder pour prendre, mettons, première, deuxième. Alors, c'est comme si on s'offrait la même possibilité avec les rythmes respiratoires. Donc, quelqu'un qui fait de la course à pied, bien, va choisir un rythme différent, puis il va pratiquer, il peut même inventer des rythmes. Mais l'idée, c'est que souvent, on va bloquer la respiration quand on est fatigué, ou on va avoir tendance à beaucoup inspirer, alors que c'est pas nécessairement ça que le corps a besoin. Donc, d'avoir vraiment une belle synchronisation de l'inspiration, de l'expiration. En fait, les rythmes, on va les choisir en fonction de l'environnement. Alors, de l'environnement, selon que ce soit l'environnement extérieur, on marche sur du plat, on marche sur une grosse pente accidentée ou tout ça. Et aussi, j'aime ça appeler notre environnement intérieur. Alors, si on est anxieux, stressé, fatigué, on a de la douleur, ça va nous appeler à choisir des rythmes différents. Ce qui fait que ça nourrit beaucoup la bienveillance, parce que d'une journée à l'autre, pour le même terrain, exemple, vous allez marcher dehors, le même circuit, bien, une journée, vous êtes en pleine forme, ça se peut que vous choisissiez un rythme, puis le lendemain, vous n'avez pas dormi de la nuit pour X raison, bien, ça se peut que vous choisissiez un autre rythme. Est-ce que tu peux nous expliquer d'autres bienfaits de cette marche-là, justement? Mais en fait, vu qu'on travaille avec la respiration consciente, alors ça va agir sur les 3 volets de la respiration. Fait qu'autant le volet biochimique, donc un meilleur échange gazeux, meilleure oxygénation du corps, d'où l'amélioration de l'endurance cardiovasculaire. Ça va agir sur le volet neurologique aussi, de venir calmer le système sympathique, d'aider au système parasympathique du système nerveux autonome. Donc, diminution de l'anxiété, diminution du stress, amélioration de la concentration. Alors, tous les bienfaits liés à calmer le système nerveux autonome. Et ensuite, le dernier volet, qui est le volet biomécanique. Alors, plus au niveau de venir relâcher les diaphragmes, relâcher les tensions. On vient vraiment, apprendre les bases des rythmes respiratoires. On vient aussi apprendre, dans le contexte que je parlais tantôt biomécanique, de libérer des tensions qui viennent bloquer la respiration aussi. Fait qu'on observe la posture, on observe la démarche, puis on aide les gens à intégrer des exercices qu'on appelle des exercices de libération de la respiration pour préparer le corps à ce que ça soit plus facile d'intégrer les rythmes respiratoires après ça de la marche afghane. Donc, les bienfaits sont rapides aussi, puis c'est une pratique qui est facile, qui est inhabituelle au début, donc ça prend de la pratique, mais c'est quelque chose qui est facile à intégrer dans son quotidien. Alors, des gens en douleur aussi, ça peut amener aussi d'amener un focus ailleurs, d'amener une meilleure oxygénation de la musculature aussi qui va aider justement au niveau de la douleur. Oui, c'est vrai. Alors, je suis presque pas essoufflée, pour vrai. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Je ne cherche même pas mon souffle. Avec le soutien du Fonds d'action québécois pour le développement durable, Synergie économique Laurentide et Symbiose Laval lancent un projet destiné à accélérer la transition vers une économie de la fonctionnalité et de la coopération. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va poser la question à Vincent Lusignan, qui est directeur général de Synergie économique Laurentide. Bonsoir, Monsieur Lusignan. Bonsoir. Alors, la question est posée. Une économie de la fonctionnalité et de la coopération, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les effets recherchés? En fait, une économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est des modèles d'affaires qui sont orientés vers la proposition d'un service plutôt que d'un produit. L'exemple le plus concret qu'on peut mettre de l'avant, c'est par exemple, on est habitué d'acheter nos voitures et de les utiliser à un usage personnel. Une organisation comme Communauto offre un service de mobilité. Donc, avec une mensualité, ce qu'on achète, c'est de la mobilité avec Communauto. Et ce qu'on achète aussi, quand on achète un véhicule, c'est de la mobilité. Et cette notion-là de mobilité, c'est la notion de fonctionnalité. Ah bon. Donc, des stratégies en économie de la fonctionnalité, c'est quand on a une réflexion sur les objets que l'on propose comme organisation. Donc, notre modèle d'affaires est basé sur la vente d'objets, principalement.
Et c'est d'avoir cette réflexion-là sur la proposition qu'on fait. Lorsqu'on vend un objet, on vend des fonctionnalités. Quand je vends une voiture, je vends de la mobilité, peut-être un peu de confort, peut-être un peu de prestige dans certains cas. Donc, je vends des fonctionnalités. Et quand on prend ce recul-là comme organisation, on est capable de modifier notre modèle d'affaires pour dire, je peux te faire la même proposition de fonctionnalité, mais avec d'autres mécanismes. Pourquoi ce mariage Laurentide-Laval? C'est un mariage naturel? Oui. Oui? Oui, un mariage naturel parce que c'est une zone de proximité. Donc, si on veut trouver des corps d'entreprise, collaborer, on a aussi des relations d'affaires assez étroites avec la Chambre de commerce de Laval, qui a un programme, Symbiose Laval, qui a une nature d'accompagnement qui est similaire à Synergie économique Laurentide. C'est aussi un projet qu'on porte avec Connexion Laurentide, qui est une autre organisation dans les Laurentides en innovation. Donc, c'est un regroupement d'experts pour accompagner les entreprises. Puis est-ce que les coopérations doivent se faire obligatoirement du nord au sud ou ça peut être nord-nord, sud-sud? Bien, la notion de l'économie de fonctionnalité de la coopération, ce niveau-là de coopération, c'est dans les modèles d'affaires. C'est qu'on va amener les entreprises à essayer d'aller chercher des joueurs autour d'eux pour bonifier leur modèle d'affaires. C'est cette notion-là de coopération. Quand on parle de coopération dans le projet avec Symbiose Laval, c'est vraiment, dans le projet, on va chercher des entreprises sur le territoire qui sont intéressées à avoir cette réflexion-là qui est quand même profonde. On change les modèles d'affaires d'une organisation. Il faut se poser des questions, puis il faut se donner les moyens d'avoir ces réflexions-là. Le projet que vous soumettez comprend un parcours structuré, prévoit des formations et de l'accompagnement. Comment ça s'articule tout ça? En fait, c'est une expertise qui est peu connue au Québec. Donc, c'est une expertise qu'on ramène dans la région des Laurentides. C'est un deuxième projet au Québec depuis en économie de la fonctionnalité. Donc, on ramène cette expertise-là, des formations qu'on ramène dans les Laurentides. On va former des organismes comme le nôtre. Après, on va accompagner les entreprises dans ce parcours-là avec des modules. Et à la fin de ces modules-là de réflexion, on a une série d'experts qui font partie du projet, qui vont continuer à accompagner les entreprises pour éliminer les différents freins là, qui vont être rencontrés. Et une fois le projet lancé, est-ce qu'on se donne des objectifs, un calendrier, une obligation de résultat? On va clairement se donner une obligation de résultat dans la mobilisation. On veut s'assurer d'avoir au moins 5 entreprises dans les Laurentides, 5 entreprises de Laval qui vont faire ce cheminement-là, cette aventure-là avec nous. C'est sûr que on peut pas garantir des résultats au sens où les changements peuvent prendre différentes formes et commencer des fois des changements très internes dans les organisations, d'autres des changements dans les relations d'affaires plus spécifiquement. Je pense que si on se fie aux résultats du projet qu'il y a eu dans les dernières années, c'est des changements importants qui sont faits et on a trouvé des ambassadeurs très forts du projet précédent qu'il y a eu pour mettre de l'avant l'impact que ça peut avoir pour les organisations. Fait qu'on est confiant des résultats que ça peut avoir. Rapidement, en terminant, là, on parle de changement de paradigme, de nouveaux modèles d'affaires. Est-ce que dans le contexte là, de l'économique, la guerre tarifaire, est-ce que ça rend les entreprises un peu plus frileuses? Bien, en fait, dans le contexte tarifaire, l'économie de fonctionnalité, c'est une stratégie intéressante. Parce que les tarifs, c'est quand on importe de la matière. Si on est moins dans une relation où je vends des produits, mais que je garde en circulation mes produits, la notion de tarif, elle est moins omniprésente, elle est moins dominante. Donc, dans le contexte actuel, où il y a une grande dépendance d'approvisionnement externe, donc les tarifs, l'économie de fonctionnalité devient une réflexion d'autant plus stratégique pour des organisations parce qu'on peut gagner en indépendance. Voilà. Donc, c'est dans l'air du temps. Alors, tous les détails sur le site web de Synergie économique Laurentide. Vincent Lusignan, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. La semaine dernière, le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord a inauguré 2 nouvelles écoles primaires. Vous étiez sur place. Oui, Claude, de nouvelles écoles, donc bâties sur le modèle des écoles nouvelle génération. Une d'entre elles, la nouvelle école des Sentiers, se trouve dans le secteur La Fontaine, près du parc naturel du lac Jérôme. L'autre que vous pourrez découvrir dans notre reportage de ce soir, c'est l'école de l'Étincelle, située dans le secteur Bellefeuille, à proximité de la toute nouvelle école secondaire du Flambeau. La construction de ces 2 écoles se sont déroulées de février 2022 à juin 2024 pour un coût de 46,5 millions de dollars chacune. Elles comptent 33 classes chacune aussi, des classes déjà occupées depuis la dernière rentrée. Alors, je vous propose de faire une petite visite dans la nouvelle école de l'Étincelle. En fait, notre école s'appelle maintenant l'école de l'Étincelle. On a décidé il y a quelques mois de sonder l'ensemble des parents de l'école, les élèves de l'école, des membres de la communauté, des commerçants, même des familles de l'école secondaire voisine. On leur a demandé de nous proposer des noms qui avaient du sens pour eux.
Et par la suite, on a reçu des centaines de propositions très disparates. Mais malgré tout, les membres du CE avaient déterminé à l'avance que c'était les élèves de l'école qui allaient choisir entre les 3 noms les plus populaires. Et donc, le lendemain de la dernière rencontre de CE, les élèves ont voté à une très large majorité, je vous dirais 95%, pour l'école de l'Étincelle. Aujourd'hui, on fête le nom, mais il y a aussi tout l'accomplissement des 72 membres de mon équipe qui, eux aussi, portent en eux et dans leur pratique cette étincelle-là qui fait jaillir, je vous dirais, le plaisir de l'enseignement et de prendre soin des élèves. Bien, l'école nouvelle génération, c'est le futur. D'abord parce qu'elle est plus grande que l'école traditionnelle. Donc, il y a plus de mètres carrés ou de pieds carrés par élève. Ensuite de ça, c'est des écoles où il y a beaucoup de lumière. Il y a vraiment des ouvertures lumineuses, des fenêtres partout. On utilise le bois beaucoup parce que c'est un matériau de chez nous, puis un matériau qui est chaleureux. Les gymnases sont magnifiques dans les nouvelles écoles, les écoles nouvelle génération comme ici, c'est un gymnase double, puis il y a un autre gymnase à côté également. Les cours d'école sont très, très belles. Il y a des espaces aussi, ce qu'on appelle des espaces collaboratifs. Donc, des espaces de collaboration, ça veut dire que 2 enseignants peuvent se mettre ensemble, puis ils peuvent décider, moi, je vais prendre ta classe, puis toi, prends un certain nombre d'élèves qui ont des difficultés, puis aide-les avec leurs difficultés. Donc, c'est comme des petits locaux où les enseignants puis le personnel scolaire peut s'entraider. Ça peut être des élèves à besoins particuliers, ça peut être des élèves qui sont forts, donc on veut les pousser, on veut pas les retenir. Ça peut être des élèves qui ont des difficultés en français, en mathématiques, peu importe, fait qu'on les met à l'écart. Ça peut être des élèves qui ont des enjeux de francisation, il y a beaucoup d'immigration à Saint-Jérôme. Fait que tu utilises cet espace-là, puis tu déranges pas le reste de la classe, puis tu peux continuer à les faire avancer dans la maîtrise de la langue française. Ça aussi, c'est très caractéristique, je dirais, des écoles nouvelle génération. On a une école exceptionnelle qui couvre sur presque 75 000 pieds carrés sur 2 étages. C'est un immense U sur plusieurs ailes. On a 3 immenses gymnases, un carrefour d'apprentissage dans lequel il y a une bibliothèque qui aura bientôt 14 000 livres. On a une classe extérieure, on a un local polyvalent qui est un très, très grand local où les profs peuvent venir enseigner à 2 ou 3 groupes en même temps. Donc, on réserve ce local-là pour venir y faire de l'enseignement. On a une cour extérieure comme il s'en fait pas, qui est divisée en 5 sections, immense terrain de soccer, immense piste d'athlétisme. On a une section dans la forêt avec des sentiers en passerelle en bois surélevé. On n'a pas de glissoire et de balançoire. Nous, on a des modules d'hébertisme. Donc, nos élèves sont toujours en mouvement. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Je vous dirais qu'à l'intérieur, ce qui est fascinant dans notre école, c'est qu'on a des vitres. Il y a des vitres partout. C'est tellement éclairé. Rarement, on allume les lumières. Les corridors sont très larges. On a de l'espace pour vivre, pour circuler. On a une immense œuvre d'art en 12 fresques gigantesques qui intriguent nos élèves à chaque jour. Lors de l'ouverture de notre école, en août dernier, on a accueilli des élèves de l'école Bellefeuille, qui est dans le quartier Bellefeuille. On a accueilli des élèves de l'école Prévost, de l'école La Source, et on a accueilli des élèves aussi, je vous dirais, de 12 ou 13 autres écoles. On recevait un certain nombre d'élèves qui faisaient des choix d'école pour venir chez nous. Donc, on finit par avoir une immense communauté qui vient de plus ou moins 14 écoles. Puis, vous voyez, chez notre personnel aussi, nos gens viennent de 10 milieux différents. Donc, nous, dans nos pratiques, on incarne pleinement, là, je vous dirais, l'inclusion. Puis, c'est fantastique quand on a des élèves de 14 milieux puis du personnel de 10 milieux. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.